le rayonnement de Marseille n'a été aussi éclatant au Ve siècle. Cela à cause d'hommes de la trempe de Cassien, Salvien, bien d'autres, ces pères de l'Église provençaux qui signent le triomphe d'une nouvelle religion, le christianisme, qui se répand dans toutes les classes sociales. L'humble épitaphe de Fédula qui ouvre cette section le montre suffisamment. L'âge d'or, enfin, pour l'urbanisme. À cause de la construction de monuments chrétiens, ces derniers monuments publics de l'Antiquité. En ville, la cathédrale de la Majeure, un baptistère, un palais épiscopal, dont on peut admirer ici la splendide mosaïque. À l'extérieur, une corolle de basiliques funéraires dont les plus importantes sont Saint-Victor, que l'on découvrira à la section suivante, qui est le fleuron de cette section. Pourtant, la fin du VIe siècle a bien marqué un tournant, mais pas seulement à la peste, n'en déplaise à Grégoire. Désormais, Marseille est loin des centres du pouvoir mérovingien, puis carolingien. Du coup, les sources littéraires se font rares, les témoignages archéologiques ténus. Nous touchons là à une sorte d'étiage de la documentation que la recherche, jour après jour, s'efforce de combler. Réservons donc l'avenir et les nouveautés qui nous réservent très certainement. Marseille, 1788. Un navire venant d'Espagne aborde au port en apportant avec lui le germe de la peste. Beaucoup d'habitants achètent ces marchandises. L'épidémie se propage comme une flamme au milieu d'une moisson et embrase toute la ville du feu de la maladie. Pardon d'interrompre Grégoire de Tours, ce grand historien, qui est intarissable sur Marseille. Mais il faut bien tempérer un peu ce qu'il dit. La peste de 588 peut bien avoir été... Julius César, général romain, j'ai soutenu Pompée. En guerre civile contre Pompée et le Sénat, j'ai franchi le Rubicon avec une légion et marché sur Rome, où le peuple m'a acclamé. Massalia a accueilli mes ennemis, les partisans de Pompée, et refuse de m'ouvrir ses portes, arguant de sa neutralité. Si elle n'est pas avec moi, elle est contre moi, et je la ferai céder. Le siège de Marseille se passe d'une part sur mer, donc avec les batailles navales, et d'autre part sur terre, où les légions de César assiègent la ville durant plusieurs mois. Et à l'automne 49 avant Jésus-Christ, donc la ville tombe aux mains de César. Marseille était relativement épargnée par César. Les liens qui unissaient Rome à Marseille étaient extrêmement anciens, des liens d'amitié depuis plusieurs siècles, et César en a tenu compte. Donc, bien entendu, le port de guerre de Marseille a été démantelé. Les Marseillais ont perdu leur flotte, leurs armes, leurs trésors, une partie de leur territoire, mais ils ont conservé l'essentiel, c'est-à-dire leur autonomie, leur puissance commerciale et leur enceinte qui a été entretenue tout au long du 1er siècle de notre ère. Dans les décennies qui vont entourer le changement d'air, c'est l'empereur Auguste, les grands équipements publics typiques des villes romaines vont être mis en place. Donc les grandes terres du port, le théâtre de la ville, et cette période augustéenne, depuis le début du 1er siècle de notre ère, sera une période de grand dynamisme urbanistique dans Marseille. Donc Marseille, de toute façon, est un port qui a une vocation commerciale évidente, et ce dynamisme commercial est maintenu durant toute la période romaine, avec notamment la création de grands entrepôts dédiés au transport et au stockage du vin sur toute la façade maritime de la ville, la reconstruction des quais durant le 1er siècle de notre ère, et de nombreuses épaves, dont celle de la Bourse, que vous trouverez dans le musée même, qui illustre ce dynamisme commercial. Il n'y a pas de grands changements fondamentaux au 2e, 3e siècle dans Marseille, mais à la fin du 3e siècle, on sent une déprise, un abandon de certains secteurs, avec des destructions par le feu, qui sont à mettre dans le cadre éventuel d'invasion ou de changements extrêmement forts, en tout cas dans la physionomie de la ville. Et au IVe siècle, le grand changement, ça va vraiment être l'apparition, enfin au 4e, 5e siècle, l'apparition de la religion chrétienne et des basiliques qui vont se développer. Je m'appelle Muria Idilé. J'ai élevé cette inscription à la mémoire de ma pieuse affranchie, Sinoris. Alors cette inscription est tout à fait typique de la fonction funéraire que le secteur de la Bourse a eu à certaines périodes. À l'époque romaine impériale, bien sûr, où beaucoup de tombeaux et de mausolées devaient entourer la voie d'Italie,
Or, cette fonction funéraire n'est évidemment pas la seule, elle a alterné avec d'autres fonctions de cet espace suburbain. Par exemple, la fonction économique et artisanale. La zone a d'abord été une zone de carrière d'argile, vraisemblablement, qui servait à la construction de la ville. Et puis la fonction militaire, très importante, avec notamment les remparts que l'on voit au fond du jardin, les remparts du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis il y a la fonction commerciale, essentiellement à l'époque romaine, à l'époque impériale, où se développe tout un port suburbain, une partie suburbaine du port, puisque vous pouvez dans le vieux port actuel, bien sûr. Le secteur de la Bourse, à la fin de l'Antiquité, devient un faubourg, le faubourg de la Blanquerie. Puis, au Moyen-Âge, un quartier de la Blanquerie, entouré par une nouvelle fortification. Et il va rester un quartier dans ses mentalités jusqu'au début du XXe siècle. À cette époque, pour assainir ces vieux quartiers, on démolit tous les immeubles pour construire de nouveaux bâtiments. Malheureusement, ou peut-être heureusement, la survenue de la guerre en 1914 arrête tous ces projets. Et le terrain restera en friche, terrain vague, jardin, parking, jusqu'en 1967. Alors, les projets de la municipalité de construire un grand centre commercial amènent la découverte des vestiges antiques, des fouilles importantes, puis la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui le centre de bourse, qui entoure un jardin, le jardin des vestiges, qui renferme une partie des vestiges qui ont été découverts dans les fouilles des années 67 1980. Âge d'or économique. Le commerce est florissant, les fouilles en témoignent. Le port très actif et les navires n'y apportent pas de plus. Âge d'or pour la vie intellectuelle. Jamais le rayonnement de Marseille n'a été aussi éclatant au Ve siècle. Cela à cause d'hommes de la trempe de Cassien, Salvien, bien d'autres, ces pères de l'Église provençaux qui signent le triomphe d'une nouvelle religion, le christianisme, qui se répand dans toutes les classes sociales. L'humble épitaphe de Fédula qui ouvre cette section le montre suffisamment. Âge d'or enfin pour l'urbanisme. À cause de la construction de monuments chrétiens, ces derniers monuments publics de l'Antiquité. En ville, la cathédrale de la Majeure, un baptistère, un palais épiscopal, dont on peut admirer ici la splendide mosaïque. À l'extérieur, une corolle de basiliques funéraires dont les plus importantes sont Saint-Victor, que l'on découvrira à la section suivante, qui est le fleuron de cette section. Pourtant, la fin du VIe siècle a bien marqué un tournant, mais pas seulement à la peste, n'en déplaise à Grégoire. Désormais, Marseille est loin des centres du pouvoir mérovingien, puis carolingien. Du coup, les sources littéraires se font rares, les témoignages archéologiques ténus. Nous touchons là à une sorte d'étiage de la documentation que la recherche, jour après jour, s'efforce de combler. Réservons donc l'avenir et les nouveautés qui nous réservent très certainement. Marseille, 1588. Un navire venant d'Espagne aborde au port. On apporte avec lui le germe de la peste. Beaucoup d'habitants achètent ses marchandises. L'épidémie se propage comme une flamme au milieu d'une moisson et embrase toute la ville du feu de la maladie. Pardon d'interrompre Édouard Le Tour, ce grand historien, qui est intarissable sur Marseille. Mais il faut bien tempérer un peu ce qu'il dit. La peste de 588 peut bien avoir été... un quartier artisanal très important où on produisait en particulier les amphores, les fameuses amphores à vin de Marseille, et qui ont été produites depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ et dont la production va se prolonger jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors l'amphore, au départ, c'est ce qu'on appelle une amphore commerciale, c'est une amphore de transport. C'est donc un conteneur qui est fait pour conditionner des produits agricoles essentiellement. Alors en priorité le vin, mais il y a de l'huile, mais Marseille c'est aussi un port de pêche,
un port de commerce, donc on pouvait conditionner également des produits de la mer. Il faut se rappeler qu'au Jardin des Vestiges, à la fouille de la Bourse, on a retrouvé une amphore qui contenait des anchois. Cette petite merveille de technologie, c'est le four des Carmes qui donc a été découvert et fouillé en 1983 sur la butte des Carmes. Alors ce four était destiné à la cuisson des amphores. Quand je dis les amphores, c'est un chargement qui comprend entre 200 et 300 vases. C'est donc un four important par la dimension, puisque le mur qui délimite la chambre de combustion, c'est un rectangle de 6 mètres sur 7 mètres. Alors donc le four en écorché, donc la chambre de combustion en bas, avec la circulation de l'air chaud entre les pilettes que vous voyez ici. Ces dernières supportent une sole perforée par des trous cylindriques qui permettent la circulation de l'air chaud sur les amphores, et à partir de là, on peut restituer une hauteur de 6 à 7 rangées verticales d'amphores à fond plat qui donc partent de la sole et qui arrivent pratiquement jusqu'au trou des vents. Alors ces dernières sont installées grâce à une porte qui permettait donc aux assistants du potier de remplir l'intérieur du four de manière très régulière. Donc un four, c'est une véritable usine, c'est un pur produit de la technologie antique, et à Marseille, on est arrivé à maîtriser pendant plusieurs siècles cette technologie jusqu'à l'abandon des fours des Carmes au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors un four, ça a une durée de vie de l'ordre de 20 ans, 15 à 20 ans. Et à l'issue de ces 15 ou 20 ans, il était en général démonté et abandonné, ce qui a été le cas de ce four, puisque à l'intérieur, on a pu retrouver un dépotoir, le dépotoir de ces fameuses amphores. C'est ce qui a permis, et c'est très rare, je crois qu'il faut le dire, il est très rare qu'on puisse associer une production à un type de four. Permis d'affiner et de mieux comprendre l'histoire complexe de ce monument qui a été profondément transformé depuis son origine à la fin de l'Antiquité romaine. C'est l'archéologue Fernand Benoît qui entreprend les premières fouilles en 1943. À l'occasion de travaux de voirie, un sondage autour de l'abbaye met au jour une partie d'une importante nécropole. La présence de tombes n'est pas une nouveauté. Le site était connu depuis le XIXe siècle par les antiquaires qui venaient y collecter des objets. Fernand Benoît en conclut que les pèlerins se faisaient ainsi enterrer auprès de l'abbaye et de ses reliques. La deuxième campagne de fouilles de Fernand Benoît a lieu à l'intérieur de la basilique entre 1963 et 1965. Profitant d'une restauration par les monuments historiques, il explore sous le dallage des cryptes et découvre 2 tombes jumelles renfermant les dépouilles de ce qu'il pense être des martyrs exécutés vers 250 après Jésus-Christ.
Fernand Benoît pense ainsi confirmer l'hypothèse d'un martyrium paléo-chrétien. Dans les années 70, au cours des fouilles suivantes, menées par Gabriel Desmians d'Archambault et Michel Fixot, la discipline et ses méthodes se modernisent et s'accompagnent d'une plus grande rigueur scientifique. Nous sommes intervenus sur une surface beaucoup plus importante, un peu périphérique par rapport au centre du monument, mais qui permettait quand même de le réinterpréter, de faire une mise en perspective de l'ensemble. Alors si l'essentiel de la recherche consistait à l'interprétation du monument, de fait, il y a eu quelques découvertes d'objets significatifs, et en particulier de sarcophages sculptés. L'un dans ce qu'on appelle le porche d'Isarne, qui était un réemploi. C'est un sarcophage de la fin du IVe siècle qui avait été réutilisé pour une inhumation privilégiée. Et puis une seconde, alors qui était une inhumation primaire, cette cuve de sarcophage était décorée. Contenait le corps d'une jeune femme et ce squelette avait fait l'objet d'une étude particulière tant c'était important pour les rites funéraires. Les fouilles ont permis une remise en perspective topographique et chronologique du monument. On a pu conclure que, en réalité, le cheminement était exactement inverse de celui auquel pensait Fernand Benoît, c'est-à-dire qu'on entrait par ce porche à l'entrée de la galerie d'extraction de la pierre, et puis ensuite on accédait à la chapelle de Notre-Dame de Confession, qui n'était pas autre chose qu'un vestibule pour le sanctuaire. La difficulté actuelle est de se défaire des termes qui avaient été imposés par Fernand Benoît, par exemple le terme martyrium, puisqu'il avait constaté la présence de deux tombes jumelles qu'il avait immédiatement interprétées comme des tombes de martyrs. Des cryptes. Un troisième sondage a confirmé les découvertes de Gabriel Desmians d'Archambault et Michel Fixot. L'entassement de sarcophages paléo-chrétiens sous le sol actuel. 5 niveaux de sépultures inviolées ont été identifiés et une cuve en marbre à décor d'écailles a été aperçue à 3 mètres de profondeur. Le tout a été protégé et conservé in situ. C'est un bel exemple de la coopération entre architectes des monuments historiques et archéologues. Une poliomyélite qui s'est traduite par une atrophie de la jambe droite. Le corps a été soigneusement préparé pour pouvoir être exposé pendant environ une dizaine de jours avant d'être inhumé. À la manière des momies égyptiennes, il est enroulé de bandes de lin. Celles-ci sont imprégnées d'encens et d'éléments végétaux. Seules la tête et le cou sont dégagés. La tête est recouverte d'un voile en taffetas. Une tunique en soie munie d'un galon polychrome rehaussé de fils d'or est posée sur le corps. Par-dessus, la jeune femme est enveloppée d'un manteau court. L'unique bijou porté par la défunte est une croix en or, placée sur son front, dont on a retrouvé des exemplaires similaires au Proche-Orient, dans des contextes du 5e ou du 6e siècle. Elle porte également une couronne végétale, élément qui, dans le Nouveau Testament, symbolise la victoire sur le péché et conduit à la vie éternelle. Sa tête repose sur un coussin de fleurs. Plusieurs bouquets végétaux parsèment l'intérieur du sarcophage. L'époque moyenne de floraison des quelques essences détectées plaide pour une inhumation de la défunte au mois de juillet. Cette tombe est probablement celle d'une personne issue d'un milieu social élevé, inhumée à la fin du 5e siècle de notre ère, au moment où s'éteint l'Empire romain d'Occident.